Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR pour un autre café JDR. On enchaîne, et oui, j'en ai pas fait pendant un certain temps et là ça va faire deux d'un coup. Et on a un invité très spécial, un invité de dernière minute. Ça me fait très plaisir de l'accueillir. Je vais lui laisser la parole dans un instant. Mais pour ceux qui nous écoutent en live et ceux qui nous écouteront donc plus tard, Radburger, c'est lui mon invité, mon ami québécois, est là pour parler de retour aux sources sur le thème de la nostalgie. Et il y a plusieurs raisons à ça, n'est-ce pas, mon cher Danny? Bienvenue à toi. Bien, merci de m'accueillir, c'est gentil. Ça fait drôle parce que c'est la première, même si c'est pas la première fois qu'on discute évidemment, mais c'est la première fois qu'on parle et qu'on se voit. C'est vrai. En fait, je pensais que tu étais un ours à la base, mais, mais c'est pas le cas. Et voilà. Mais oui, je suis content qu'on ait cette discussion-là parce que, en fait, depuis quelques années, j'ai un peu pris la tangente. Je suis allé un peu justement du côté des vieux trucs. J'ai dû me ressourcer au niveau des vieux trucs du JDR qui m'ont fait tant plaisir quand j'étais plus jeune et j'ai ressenti le besoin de retourner vers ça. Et ça, je vais tout expliquer ça. Mais en même temps, les vieux trucs, et à un moment, tu prends de l'âge, donc forcément, tu vas aller chercher ce genre d'odeur, si je puis dire. Donc, c'est pas surprenant. Et comme les livres qui en arrière, les vieux livres qui datent de 30, 40 ans, je commence aussi à avoir cette odeur-là de... Oh mon Dieu. Petite humidité, là. Ouais. Ah, nos auditeurs vont apprécier ce descriptif de MJ. Hein. D'ailleurs, je me souviens que tu aimais les descriptions. C'est bien de nous faire sentir. Ouais. On vit cette expérience à travers les cinq sens. Et ça, c'est vraiment très, très bon. Eh bien, écoute, on va parler de tout ça. C'est une évidence. Mais je voudrais quand même rappeler à ceux qui vont nous écouter, et puis pour nous, pour se rappeler du bon vieux temps, de qui tu es en réalité. Et en particulier par rapport à la chaîne, parce qu'il y a quand même un historique. Aujourd'hui, on va parler, donc, je le disais, sur un thème de la nostalgie. Et donc, il y a plusieurs raisons. D'abord, Radburger, c'est avec toi que j'ai enregistré le premier café JDR sur la chaîne Les Stats JDR. On avait fait la première partie sur ta chaîne, puis tu avais redirigé les gens à l'époque. J'avais capitalisé sur ton audience québécoise vers la deuxième vidéo. Donc... Ouais. Et voilà, si vous allez voir sur la chaîne la toute première vidéo, c'est avec ce monsieur. Donc c'était il y a 4 ans. Mais si je te ramène avant ça, même le start, si tu te souviens bien, c'était sur la chaîne de Pilule Rouge. Oui. Puis tu avais commencé à discuter avec nous en lien avec la campagne qu'on avait enregistrée en Actual Play de Brigandine, qui était Die Krieg Ehren, qui était... En fait, on avait commencé à discuter là-dessus sur YouTube. Cette discussion-là avait migré sur un Discord ou sur autre chose et on avait finalement eu des discussions live ensemble à propos de je pense que nos passions communes en lien avec notre style de fantasy. Là, exactement. nos préférences. J'avais commenté sur, et on en reparlera de cette fameuse campagne d'ailleurs, puisque la nostalgie fait qu'on va reparler aussi du passé, même si on va parler de ton retour aux sources dans un second temps. Mais oui, j'avais commenté sur cette grande campagne Brigandine, et c'est ce qui t'avait motivé, enfin entre autres parce qu'il y avait d'autres intervenants français, et tu avais constitué un petit groupe de Français pour un spin-off de la campagne Brigandine. Et donc, on avait pu jouer avec toi comme maître du jeu dans ton univers des Six-Duchés sur la campagne Les Inquisiteurs. Alors d'abord, on a fait un hors-série, un one-shot hors-série. Ouais. Voilà. Et c'est toujours sur la chaîne au début et tout ça. C'est ça. La scène du bateau. Ouais. Exactement. Et donc, on pourra en réévoquer ces choses-là. J'avais joué un personnage, Mathias Holtz. Enfin, il me semble que j'avais découvert plus tard qui s'appelait Mathias Holtz ou quelque chose dans ce goût-là. Et d'ailleurs, ça m'a bien fait rigoler quand tu m'as envoyé les dés que tu as fabriqués et tu l'as envoyé à Mathias Holtz. Par miracle, l'enveloppe, le colis est arrivé chez moi, en tout cas chez la voisine. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est étrange. Ouais, voilà. Oui, je trouvais ça très drôle, moi aussi. J'ai dit, tiens, c'est un petit clin d'œil. Ouais. Tout à fait. Donc, j'avais joué cette campagne avec Vincent et Fab. Ouais. Fab, dont j'ai eu des nouvelles d'ailleurs tout récemment. Et donc c'était vraiment plaisant. J'avais beaucoup apprécié justement le style de maîtrise sur Brigandine et c'est ce qui m'avait poussé à commenter. Et donc ça avait été aussi mes débuts en ligne en termes de parties de jeux de rôle, en termes même d'actual play parce que j'ai commencé à poster les Enfants du Fleuve sur la chaîne Pilule Rouge.
Donc vraiment, à bien des égards, c'est vraiment un café, non pas JDR, mais un café nostalgie. Ben, tout à fait. Écoute, deux vieux potes qui se retrouvent après 4 ans pour discuter de où la vie les a emmenés. Je pense que ça va être ça aujourd'hui. Exactement. Et donc, c'était il y a 4 ans que ça a commencé. Et avant qu'on parle justement de ce qui s'est passé, de où on en est maintenant, à minima d'un point de vue holistique, on parlait de la campagne Les Inquisiteurs, avec ce groupe de Français. Et je voudrais dire un peu ce dont moi je me souviens pour que les gens sachent comment je te perçois en tant que MJ. Et pourquoi j'avais commenté. Je suis vraiment intéressé d'entendre ça. Bah, écoute, c'est parti. C'est ce qui m'avait de toute façon vraiment intéressé. C'est pour ça qu'après, on avait eu une discussion d'ailleurs sur ta chaîne avant même que je participe à la campagne. Mm-hmm. Mais il y avait une ambiance très sombre et réaliste, même dans une ambiance de low fantasy, justement. Il y avait de la low fantasy. Alors, il y a eu de la fantasy. Low fantasy, ce n'est pas l'absence de fantastique, loin de là. Mais dans l'approche, les considérations humaines sont au premier plan. Les considérations, les dangers environnementaux, la nuit, la tempête sur le bateau. Et ça, vraiment, c'était l'ambiance, le contexte de campagne qui m'avait vraiment plu à la fois sur la campagne principale Brigandine et celle que j'ai jouée ensuite avec nos 2 compagnons. Et puis, au-delà du thème et de cette ambiance, je me rappelle aussi certes, c'était un bon mélange de fil rouge et de liberté. Et ceux qui m'écoutent sur la chaîne savent que j'aime ce juste milieu, qu'il y ait une force narrative tangible, on sent que tu sais où tu vas, qu'il y a quelque chose, mais on était quand même libre d'agir. Et surtout, je ne sais pas si tu le sais, mais la devise sur la chaîne, c'est les expériences personnelles et viscérales. J'ai lu ça à quelques reprises. Voilà, à quelques reprises. Quelques reprises. Et ben, la campagne des Inquisiteurs, c'était personnel et viscéral, et moi j'appréciais vraiment le fait que tu es un DMJ que, si j'ose dire, à part moi, qui le faisait à ce point, parmi tous ceux que j'ai pu voir, d'aller vraiment utiliser les personnages, les idées des joueurs et l'intégrer dans l'intrigue, le fil rouge global. Je m'en souviens parfaitement avec Mathias Holtz, justement. Et puis viscéral, parce que bon, c'est jamais bon avec toi. Quand je t'entends dire que t'es un bisounours sur ta reprise de chaîne ces temps-ci, je trouve ça absolument scandaleux. Hein. Ben moi, quand on me tend un bâton, je me dis vaut mieux battre des gens avec. Donc c'est un peu, oui, c'est un peu ça. Puis je trouve que, tu sais, justement, puis ça, je vais y revenir quand même là, mais c'est effectivement, je trouve que c'est intéressant. Dans certains cas, on n'utilise pas assez l'histoire. Quand, tu sais, quand on était plus jeune, moi, je me souviens là, que des gens me pondaient des histoires, 2, 3 pages d'histoire sur leurs personnages et tout ça, mais qu'on avait une campagne qui était tellement sur des rails que si on écoutait, on entendait le chouchou, tellement c'était sur des rails. Donc, tu n'avais pas du tout l'histoire du personnage. Il te parlait de sa famille, il te parlait et ça n'allait nulle part, sauf dans ta trame à toi. Ben, c'est ça, c'est un peu le character-driven versus le plot-driven. Moi, j'essaie de mixer les deux, puis je pense que toi aussi, tu le fais bien, puis c'est quelque chose qui est, selon moi, nécessaire maintenant pour bien, comme les poissons, bien les ferrer à l'hameçon pour qu'ils aient envie de suivre la campagne au complet. C'est ça marchait bien. Et en plus, il y avait autre chose. Alors, c'est moins constant, plus une situation qu'on a eue et dont j'ai beaucoup parlé par la suite dans mes vidéos, comme exemple quand on parlait du PVP. Parce qu'il y a eu un cas, je pense qu'on peut spoiler, il y a peut-être prescription aujourd'hui, je peux me permettre... Ouais, je pense que tu peux y aller, ouais. C'est bon, même si ça vous intéresse d'aller me voir souffrir comme joueur sous l'égide de Maître Ratburger, allez sur la chaîne Pilule Rouge et cherchez Les Inquisiteurs, et vous verrez que voilà, c'est assez glauque. Mais je me souviens d'un PVP très intéressant qui est celui que je prône, c'est-à-dire avec l'inquisiteur justement du groupe, dont j'ai oublié le nom, mais joué par Vincent. Et c'était pas Falkenhag. Falkenhag. Quel enfoiré, celui-là. Ah ouais. Et dès le début, pour des raisons liées à mon personnage, il me soupçonnait, il me voyait d'un mauvais œil, il y avait une tension. Et ça ne nuisait pas au groupe, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer ensemble, on pouvait collaborer, mais il y avait une inimitié, une méfiance, et ça montait crescendo. Et lorsque le PVP
s'est manifesté, c'était loin dans la campagne, d'une manière très dramatique. Je suis en train de me noyer, et là, il a cette opportunité de me sortir, et il ne me sort pas. Ouais. Et ça, c'est un PVP. Je me souviens de ça, parce que pour moi, c'est du PVP qui peut marcher, parce qu'il est tangible, il est là en permanence, mais il ne nuit pas à la capacité de jouer en groupe pendant longtemps. Et ça, je trouve, c'est la beauté. C'est la beauté d'avoir des joueurs expérimentés qui sont conscients de ça et qui sont là pour l'effet dramatique. Il y a quand même eu cet effet crescendo du PVP. On commence au début, on voit, bon, on sent qu'il y a une inimité, il y a quelque chose qui se passe, mais on n'est pas à la troisième partie à se foutre des pains. Là. Il n'y a pas de. C'est pas tout de suite à se taper dessus, mais tu sens qu'il y a quelque chose, et ça y va crescendo jusqu'à arriver à. Ben, il ne te sauvera pas, puis malheureusement, ben, ça n'a pas été dans son. Ça n'a pas été, ben, malheureusement pour lui, heureusement pour toi, ça n'a pas été dans ton sens. Ça n'a pas été dans son sens à lui, plutôt. Non, ben, non, c'est sûr. Disons que les choses ont pris une autre envergure par la suite. D'ailleurs, je me souviens que tu étais mitigé toi-même avec ton propre choix, moi qui ne m'a pas gêné, parce que on est monté d'un cran en fantasy sur la fin par rapport au low fantasy. Et ça, c'est à cause de toi, tu le sais, hein? Pardon. Les anges de feu, les œufs de non, feu. alors attends, je veux que Ligos sorte du salon, parce qu'il va entendre ça, et c'est faux, parce qu'il arrête pas de me le ressortir, parce que quand je lui refuse des trucs, il me dit « Mais toi, t'avais des ailes dans le dos dans la campagne de Ratburger !» Et c'est un truc récurrent. Moi, j'ai juste utilisé les pouvoirs que tu avais mis à disposition par les règles de Brigandine. Ouais, tout à fait, mais oui. Voilà. Ben oui, tout à fait. Puis écoute, les ailes de démon. Ben oui, ben exactement. Et dans le fond, moi, j'ai laissé aller. Je me suis dit, ben c'est ce qu'ils veulent, les personnages, ils veulent comme ça. Et je trouvais quand même que même si on enlevait les ailes que tu avais à ce moment-là dans la campagne, ça conservait quand même le low fantasy du style que si on enlevait ça, ben ça changeait pas le substrat de la campagne quand même, là. Ah bah, tu vois ce que tu dis, comme quoi, c'est pour ça qu'on s'entendait bien par le passé. C'est marrant parce que je le dis très souvent sur ma chaîne, et je cite souvent, je crois que c'est Guillermo del Toro, quand il parle de l'horreur, il dit les meilleures histoires d'horreur, c'est celles qui fonctionnent encore quand on enlève l'aspect horrifique. Et je trouve que pour le low fantasy, quand on me demande ce que c'est pas forcément le niveau, l'ampleur, le volume que prend la fantasy, c'est est-ce que ce qui conduit l'histoire, c'est l'aspect fantastique, ou est-ce que ça, c'est simplement un vernis, mais le cœur de l'histoire réside ailleurs? Et effectivement, je suis d'accord. Je pense que c'était une sorte de vernis en plus, de package, mais que ça fonctionnait aussi complètement sans ça. L'histoire aurait été très similaire en réalité. Ben, je pense aussi, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est intéressant, c'est qu'on vit c'est rarement, en fait, dans le low fantasy, c'est que c'est rarement des histoires qui sont viscéralement liées à la magie ou l'aspect non naturel ou l'aspect fantastique, mais c'est surtout des drames humains sur lesquels on vient ajouter un petit peu de fantaisie là-dedans, qui fait juste faire en sorte qu'on dirait que c'est... Surtout quand tu joues dans du dark fantasy, du low fantasy, mais c'est souvent une magie ou un aspect surnaturel qui est un peu malaisant, un peu corrupteur, des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Il pleut toujours. Dès qu'il y a quelqu'un, tu te promènes dans la rue, il y a quelqu'un qui va te lancer son seau d'urine sur la tête. Bon, ça fait partie un peu de la thématique. Ouais. Mes joueurs, je pense qu'on a le même type de joueurs. Moi, ils se déconnent. Ils appellent ça de la Dan Fantasy. Dès que tu joues, de mon nom, Danny, dès que tu joues, il pleut. Il pleut, il y a un orage. C'est ça. Ouais. Voilà. Décidément, c'est vraiment drôle parce que quand je me jetais à Warhammer, qui est un petit peu l'ancêtre de mon... vraiment à grands traits, quoi, de mon univers perso actuel, je l'avais tellement personnalisé que mes joueurs disaient qu'ils jouaient non pas à Warhammer, mais à Jason Hammer. Donc comme quoi, tu vois, il y a cette tendance des joueurs. C'est tous les mêmes. Ouais, c'est tous les mêmes. Des saletés d'enfoirés. Ouais, tous des cons, des bas du front. Non, ça, c'est les membres de mon Discord qui sont des bas du front. Salut les mecs. Voilà, là, l'ambiance est toujours bonne. Non, mais effectivement, tu vois, donc je t'ai dit comment je m'en souvenais dans les grandes lignes.
déjà, est-ce que je m'en souviens comme tu aurais aimé qu'on s'en souvienne? Ça Oui, m'intéresse oui, de oui, savoir. absolument. Ben, moi, dans un premier temps, ce que je vais te dire, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est une expérience pour moi, hein, tu sais, je ramasse plusieurs types qui viennent qui sont à 6 heures de décalage horaire de moi. Des gens qui ont participé sur le Discord et tout ça, qui ont aimé notre campagne. Et je leur dis, écoutez, moi, puis là, tu sais, je prenais congé à toutes les parties à partir de 15 heures de mon travail pour dire, oui, oui, je veux que ça arrive. Bon, heureusement, je peux me permettre de le faire dans mon travail, mais je veux que ça arrive. Je vais aligner les astres pour que ça marche. Et je peux te dire que ça a été ça a été vraiment, vraiment, ça n'a pas toujours été des belles expériences, là. Des fois, on dirait que c'est plus compliqué, mais celle-là, avec les Inquisiteurs, les astres sont alignés, que ce soit avec toi, Vincent, avec Fab. Excellente expérience. Et il y avait aussi ton ami Marc, j'oublie. Ouais, c'est ça. Marc, exactement. Marc, je le connaissais déjà, je savais quel genre de type, quel genre de joueur c'était. Mais c'était excellent, vraiment. Une bonne partie, ça a vraiment été, puis je me suis laissé beaucoup, tu sais, vous étiez 3 joueurs quand même très, toi surtout, très créatif à amener le groupe dans une direction, tu avais Fab dans certains cas, etc. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, puis effectivement, ce que tu relates là, mais c'est un peu aussi les expériences de joueurs qui sont prêts à se laisser impressionner, qui sont prêts à embarquer dans une situation, puis à le vivre, et non juste à s'asseoir puis à dire bon, ben, comme un joueur de Donjons et Dragons qui dit vas-y, sors une battle map, battons-nous. Et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment une très, très belle campagne, honnêtement. C'est dans les initiatives que j'ai le plus et que j'ai adoré, en fait, à cette époque-là, des actual plays que je faisais. Maintenant, moi, j'en suis plus dans. Ça doit faire quoi 3 ans que j'ai pas fait un actual play, honnêtement. Ouais, voilà. Non, mais là, au-delà même de l'actuel play, c'était certes, ça a été enregistré, mais ça aurait pu ne pas l'être. Je pense que le souvenir aurait été le même. Moi, je partage ce bon souvenir. J'en parle régulièrement. Ça reste vraiment une campagne dont je me souviens, et c'était vraiment génial. Et le groupe fonctionnait bien avec ce dialogue effectivement entre les joueurs, le MJ, et entre les joueurs aussi. Pourtant, c'était des personnalités différentes, hein. Vincent était plus introverti, et pour autant, il participait quand même vraiment activement. La preuve, la scène relatée tout à l'heure, c'est cet enfoiré là, qui me laisse me noyer. Cette ordure finie. Qui était vraiment très réfléchi, Vincent. C'était un joueur justement qui était beaucoup dans la réflexion, mais le genre de joueur qui parle pas beaucoup, mais quand il parle, ben, il frappe comme une tonne de briques. Ça, c'était lui, mais effectivement, t'as Fab qui était dans son... était vraiment dans son personnage de chevalier, sauver la veuve et l'orphelin, ce qui contrastait un peu avec justement toi et Vincent, qui était beaucoup plus mitigé dans l'honneur, mettons, disons-le comme ça. Ouais, non, c'était vraiment une belle. C'était un beau groupe, c'était très cool. Puis honnêtement, quand ça a terminé, j'ai comme un petit deuil, là, mais bon, c'est la vie, hein? On termine une campagne. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront, n'hésitez pas à aller voir. Alors certes, mon son n'est pas aussi bon que maintenant. J'étais pas encore équipé de la même manière, donc voilà, il faut vous y faire. Et profitez, en plus, ça vous fera découvrir Ratburger en tant que maître du jeu. Ouais. Et depuis que j'en ai côtoyé maintenant beaucoup d'autres, Ratburger, je le dis pas pour me brosser dans le sens du poil, mais reste un des meilleurs MJ avec qui j'ai joué. Donc je tiens à le dire. C'est gentil, c'est gentil. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition, parce que j'ai quand même une dernière question à te poser sur le passé et ce souvenir-là. Brigandine, ta campagne principale cette fois, donc, je crois que c'est la seule campagne que j'ai écoutée jusqu'au bout, et pourtant il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Alors, 45, je crois. Ouais. Et j'avoue que si c'était maintenant, comme j'ai moins besoin de ce palliatif maintenant, puisque je joue plus, peut-être que n'aurais-je pas terminé, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait à chaque fois. Il se passait toujours quelque chose, toute cette séquence du siège là qui est absolument incroyable. Ouais. Ça, c'était vraiment fort. Bon, je me dis, on ressentait que c'était une campagne, même pour vous, particulière. Enfin, elle a une saveur, elle était géniale. Moi, je peux le dire. Et je voudrais savoir ce qu'elle représente pour toi dans ton parcours rôlistique, d'un point de vue, là, cette fois, plus jeu.
cette campagne de brigandine principale? Écoute, moi, j'ai beaucoup d'expérience, en fait. Je suis allé chercher beaucoup d'expérience avec cette campagne. Premièrement, c'était la première grosse campagne que je maîtrisais en Actual Play. Et puis, tu sais, on dit, bah, je suis pas trop influencé par ça, mais oui, j'avais un espèce de sentiment d'avoir une performance à livrer, d'avoir quelque chose à livrer. Fait que j'avais ça à gérer en dedans de moi. Il y avait aussi le fait que je mettais un peu mes tripes sur la table en disant, voici ce que moi je veux jouer, je me fais plaisir à moi, vous allez chier. C'est moi, c'est l'univers que j'ai envie de vous faire jouer. Fait que donc, là, tu sais, puis Marc, dans le débrief, on voit que Marc, un des joueurs, appréciait pas tant que ça cet univers sombre-là. Lui, il aurait aimé mieux un high fantasy avec des arcs-en-ciel et les dragons et les licornes, etc. Puis, mais il y a quand même, bon, je pense que il y a quand même, c'était peut-être pas ce qu'il préférait, mais il a quand même bien habité la campagne. Une chose, par exemple, c'est que j'ai senti, mettons un regret, là, j'aurais dû arrêter la campagne, trouver une façon d'arrêter la campagne directement après le siège. Ouais. Parce que, a posteriori, ce qu'on sent, c'est qu'il y a tellement de montée en puissance durant le siège. C'était le moment où on a vraiment... Je trouve que c'était le meilleur moment de la campagne. Et là, après ça, ça se termine et on retourne dans un creux. Et là, on doit redémarrer la machine pour un autre objectif qui, en bout de ligne, on n'aurait pas eu le temps de faire le build-up, l'effet crescendo jusqu'à y arriver. Fait que donc, ça, vois-tu, c'est quelque chose que vraiment j'ai trouvé... C'est un point que je referais. Si je le ferais différemment. Maintenant, j'ai beaucoup aussi apprécié d'inviter des gens dans cette campagne-là. Il y a, que ce soit Eric des Imagitateurs, que ce soit Xeno, il y avait mon ami Nicolas qui est passé. Je pense que j'ai eu 3 ou 4 joueurs invités qui ont joué des personnages de passage, dont certains ont joué dans des one-shots après avec ces personnages-là de brigandine qu'on les a fait jouer ailleurs. Tu sais, je pense que cette campagne-là, c'est vraiment une belle campagne. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis c'est une campagne où je testais beaucoup est-ce que je suis capable d'avoir une ligne rouge constante avec des éléments, ce que j'appelle des milestones, là, des jalons. Je sais que tu n'aimes pas les anglicismes, je fais attention. Merci, j'apprécie. Des jalons. Donc, avec des jalons durant la campagne, mais toujours en adaptant ces jalons-là à ce que les personnages veulent faire, puis à ce que le joueur me témoigne comme attente de la campagne. Fait que donc, ça a été beaucoup d'improvisation, beaucoup d'attacher les fils entre tout ça pour que on garde l'effet raccord, mais en la réécoutant, je pense que à ce moment-ci, on serait capable d'entendre qu'il y a certains moments où il y a des incohérences. Ça me fait vouloir aller vers plein de voies différentes. Là, j'ai plein de trucs à dire. On reviendra sur cette histoire d'invité dans la campagne. Parce que j'ai voulu essayer par la suite. Et c'est marrant, je voudrais que je te parle de mon expérience par rapport à ça. Et je pense que c'est suite à toi ce que tu as fait. Et ça m'a donné cette idée d'essayer un jour. Donc, je t'expliquerai. Oui, ce que j'aime bien chez toi en tant que maître du jeu, et non, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, il y a quelque chose qui va en découler de ce que je vais dire, c'est que tu as un sens du narratif, et pourtant tu es un MJ qui improvise beaucoup, et tu le revendiques d'ailleurs, mais ça t'empêche pas d'avoir une capacité de contempler l'intensité narrative, où on en est, en fait, est-ce qu'on est dans le creux de la narration, est-ce qu'on est en intensité, et tu n'as pas peur pour autant de mettre tes petits grains de sel de MJ pour suivre un mouvement et l'amplifier. Et je trouve que dans la volonté de donner de l'agentivité ou de la liberté aux joueurs, on a tendance à l'oublier parfois cet aspect-là et à penser que ça va contraindre le jeu. Alors que non, tu suis la tendance et tu l'amplifies et tu la serres par ça. Et ce qui me fait dire ça, c'est quand tu analyses cette montée en tension et peut-être, entre guillemets, l'échec où tu aurais dû justement l'embrasser complètement plutôt que de recommencer alors que tu avais moins de temps pour après... construire. Ouais. Ben, écoute, je te dirais que je vais te faire une métaphore de hockey, là.
Euh, Même le gardien de but peut faire des passes pour scorer un but. En fait, ce qui va se passer, c'est que il ne faut pas oublier que le maître de jeu, c'est un joueur aussi. C'est un joueur. Il n'est pas seulement. Je pense que c'est un arbitre. Je pense que c'est un joueur. Je pense que c'est un. C'est pas seulement j'avais entendu, je pense que c'est toi même qui avait dit ça, un espèce de générateur de conflits ou un gestionnaire de conflits. C'est plus que ça, c'est un joueur. Il doit. L'agentivité des joueurs, ça fait partie aussi de son agentivité à lui. Maintenant, tout est dans le rythme, tout est dans la balance. À quel point, c'est certain tu sais, quand on parle des années 90, que le maître de jeu, ben, il te laissait, en tout cas, moi j'ai des maîtres de jeu qui ne me laissaient pas narrer comment je donnais un coup. C'est lui qui me le disait selon mon résultat. Maintenant, tu te dis à quel point, en tant que maître de jeu, j'ai besoin de faire ça. Maintenant, j'ai besoin de le faire quand même un petit peu pour me faire plaisir à moi en tant que joueur, qui est un maître de jeu. Donc, je suis un des joueurs. Est-ce que je suis le plus important? Certains diront que oui, d'autres diront que non. Moi, je trouve que c'est un maillon de la chaîne, comme plein d'autres vont l'être. Mais oui, cette espèce d'improvisation-là, moi, je la trouve importante. Puis même, encore une fois, je trouve que c'est intéressant aussi d'amener les joueurs dans cette improvisation-là pour qu'eux, ils mettent l'épaule à la roue et qu'on soit capable de tisser quelque chose qui a du bon sens à la fin, puis qu'on en soit tous heureux. C'est un peu le but, là. Je pense que j'ai digressé. Je ne sais pas si ça s'en va dans le sens de ta question. Pas tant que ça, non, mais c'était même pas une question. Je te laissais réagir à mon propos et ça me permet de faire de même. C'est un truc que j'ai souvent du mal à expliquer quand je dis que le maître du jeu, il a vraiment un impact fort dans le fait de... Comment expliquer? Je dirais que l'un des talents du maître du jeu, c'est de réagir à l'agentivité réelle des joueurs en étant capable, sans enfreindre cette liberté, d'amener les règles classiques de ce qu'est une bonne histoire, une bonne narration. Par exemple, oui, on en est à l'acte 3 de la campagne, mais c'est pas qu'il a planifié qu'on en serait à l'acte 3, c'est qu'il a superposé le fait qu'on est à l'acte 3 parce qu'il a vu que l'histoire amenait à l'acte 3. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est une différence subtile, mais qui est pour moi extrêmement importante. Ben, puis pour en revenir à ça, tu vois quand on est arrivé, puis pour te faire un petit peu la genèse, moi et Christophe de Pilule Rouge, on s'était parlé, puis on s'était dit, bon, voici, on arrive au siège. C'est quoi les erreurs qu'on fait qui se passent beaucoup lors des sièges? Ben, Christophe puis moi, on est arrivé à la conclusion que souvent, lorsqu'on jouait des sièges en jeu de rôle, ça se passait comme ça. C'était une bataille et c'était complètement terminé. Et là, on en arrivait à disant, bon, mais, tu sais, moi, j'ai un amour. Je pense que, tu sais, mon amour de l'histoire versus mon amour du jeu de rôle se nourrissent un l'autre. Là, on a déjà discuté. Et là, on se disait, un siège, c'est tellement dégoût. Tu sais, c'est dégueu, un siège. Il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre le temps qui passe. Il faut être en mesure de faire vivre tout ça de façon à ce que les personnages puis les joueurs, même en dedans de eux, là, se sentent un peu à bout de ce siège-là. Comment on peut le faire? Bon, ben, il faut l'étirer sur plusieurs parties. Parfait. Avec un avancement de ce siège-là, une montée, mais non plus, on ne peut pas le faire jouer pendant 10 parties parce que on ne veut pas perdre non plus l'intérêt des joueurs. Donc, c'est là qu'on en est arrivé avec cette espèce de façon-là. Puis Christophe m'a un peu... j'ai discuté avec Christophe là-dessus, à savoir comment on pourrait le jouer, puis comment on pourrait le faire. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire ce siège-là et de un peu scripter le combat final. Parce que, puis ça, on en a déjà parlé, ce combat final-là est à, je dirais, peut-être à 60% scripté. Parce qu'on voulait avoir un effet. On voulait se dire... C'est le combat final. Il y a un chevalier qui est le pire salopard de la planète. Tout le monde le hait. On veut pas que tu arrives et que t'aies un critique, tu me le tues d'un coup. Ça serait anticlimatique. On veut pas ça. Je veux un combat. Je veux que ça soit... Je veux que tu sortes de là épuisé, le visage tuméfié. Je veux que tu sois... Mais en même temps, comment on est capable de laisser de la place à le hasard et le jeu? Donc voici, on va scripter
le combat comme ça, comme ça. Et c'est là qu'on a été capable, dans le fond, de sortir un peu de la mécanique pour en arriver à... et pourtant l'intégrer de façon à ce que ça soit intéressant puis satisfaisant pour tout le monde, qu'on arrive à faire OK, ah ouais, là, on est content de ce qui est arrivé. Là, on est bon. Le siège, il ressemble à ce qu'on veut. Puis ça, honnêtement, quand est arrivée la dernière partie du siège, c'est là que je te disais, là, j'ai fait, oh, j'aurais tellement dû mettre l'espèce d'élément final de la campagne à cet endroit-là. Dès ce moment-là, je savais qu'on ne serait pas capable d'arriver à autre chose. Pourtant, il y a des bons moments après. Il y a des très bons moments. Il y a un moment d'Ordalie où il y a une espèce de jugement par le duel et tout ça. Et des très bons moments que je voulais placer dans la campagne, mais à ce moment-là, je savais que je venais de faire une erreur avec ce T'étais dans le creux. T'étais dans le creux. C'était dans le creux. Alors, je m'apprêtais à reparler de quand on invite des gens dans la campagne, mais malheureusement, je vais rebondir sur un truc que tu as dit sur donc, ce combat scripté. J'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça, un peu le titre aguicheur, scriptez vos parties, c'est bien. Alors après, je développe bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment on appelle ça en français? C'est des titres putaclic, c'est ça? Ouais, je me suis dit, je vais pas le dire parce que mais oui, c'est un peu ça. Le truc qui suscite, qui prend un rebrousse-poil. Je voulais faire ça. En plus, parce que toi, t'es pas le genre du tout à aimer les polémiques, c'est ça? Non, c'est pas mon truc. Non, plutôt consensuel. Je suis le mouvement. Voilà, c'est plutôt mon style. Un amateur de PBTA et tout. Exactement, absolument. J'adore. Et ben justement, moi, je le gère un petit peu différemment, mais ça rejoint quand même, peut-être c'est ce que tu veux dire aussi, c'est pas tant préparé. Encore que des fois, j'ai des séquences de bataille où je vais avoir des jalons, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, et au sein de ces jalons, il y a liberté totale. Et ce qui se passe dans un jalon va avoir un impact sur le second. Par exemple, je sais qu'à un moment, il y a les renforts de la cavalerie ennemie qui vont arriver, mais le contexte dans lequel ils vont arriver va dépendre de tout ce qui a été fait dans le jalon 1. Donc, il y a un vrai impact qui va pouvoir aider ou au contraire poser des problèmes aux joueurs. Donc, c'est vraiment pas un script dans le détail, c'est un macro-script avec des grandes étapes. Et une autre méthode que j'ai dans les duels comme ça qui sont censés être mémorables, j'ai eu ça à la fin d'une de mes campagnes qui est publiée sur la chaîne d'ailleurs. Il y a une sorte de gros duel au milieu d'une bataille. C'était pas scripté, parce que j'allais vraiment me fier au jet de dés, aux réussites et tout ça. En revanche, quand je sentais justement qu'il fallait qu'il y ait un mouvement, les jets ont indiqué que le combat allait passer à une autre étape. Je le sens, que ce soit en bien ou en mal. Eh bien, c'est là où ce que j'appelle superposer le script à ce qui se passe, amener le théâtre, mais en se basant sur ce qui est en train de se passer, pas en décidant soi-même. Je me dis, bon ben voilà, là on voit que ça amène à la fin de l'acte, et plutôt que de dire le combat est fini, et de dire bon bah il est mort ou toi t'es mort, eh bien je passe à une étape d'après que j'improvise complètement, mais néanmoins, ça permet quand même de donner ce sentiment de monter crescendo, acte 2, et ensuite on arrive à l'acte 3, et là il faut que ça se conclue d'une manière ou d'une autre, et on va voir comment. Tu vois la différence un peu? C'est pas un vrai script, c'est suivre, sentir l'histoire, et voir comment aider et dire ah ouais, ça ressemble à un acte 2, comment je peux faire pour exacerber cet acte 2. Hein? Et tu veux je rebondis là, la beauté de ça, c'est quand tu es capable de scripter quelque chose, mais de le mettre dans la bouche du joueur. Ça, est-ce que ça, c'est de la manipulation ou pas? En tout cas, bref. Et moi, ce que j'avais dit à Christophe, c'est que j'avais dit, regarde, on va faire le combat en 3 actes. La première chose, je veux que tu me décrives, dans la première passe d'armes, tu arrives au résultat que tu veux, mais je veux que tu me décrives la boue. Je veux que tu me décrives la boue, les conditions du champ de bataille et tout ça. Dans le deuxième passe d'armes, je veux que tu me décrives, dans le fond, l'effet de l'artillerie. Un boulet de canon qui arrive, etc., etc. Et là, je te laisse me décrire ça. Et à chacune de ces passes-là, dans le fond, je retirais des points de vie. On retirait des points de vie égaux aux 2 antagonistes. Et là, on arrivait à la passe d'armes 3, qui, les joueurs, il leur reste 7 ou 8 points de vie au total, chacun. Et là, je leur dis, parfait, c'est maintenant qu'on va brasser les dés. Fait que donc, c'est le script,
Ben, c'est le joueur qui l'a mentionné, c'est le joueur qui l'a inventé. C'est lui qui nous l'a dit. Moi, je lui ai juste dit, voici les lignes, et on arrive à la fin, et là, tu joues. Mais, tu sais, on en reparlera de ça, des scripts. Parce que, honnêtement, là, je trouve, avec du recul, tu sais, il y a une grande phase là, qui est venue, là, je vais dire des sacrilèges, là, je te préviens. Là. Oula, oula. Tu sais, au début des années 2000, quand il y a eu la forge et tout ça, et que est arrivé le mouvement forgien, qu'il faut de l'agentivité, il faut ci, il faut ça, il faut que les joueurs, pas de maître de jeu, tout maître de jeu, etc., etc. Ben, on en est venu à une espèce d'extrême. Tu sais, il y a toujours le balancier d'un côté qui était dans les années 80 où le maître de jeu fait ce qu'il veut. Il te dit, bon, toi, tu me tapes sur les nerfs, prends 10 points de vie de dégâts. Et là, tu arrives à un autre balancier où il n'y a plus de maître de jeu et que tout le monde fait un peu n'importe quoi comme ils veulent et que ça enlève de la cohérence. Maintenant, on arrive à un milieu où ce que tu dis, est-ce que avoir du script ou est-ce que avoir même à la limite, là, un dirigisme ou un railroad, est-ce mauvais? Et ma vision a beaucoup changé de ça. Mais tu sais, c'est c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus. Je trouve que c'est pas aussi simple que ça à répondre, de dire non, non, moi du railroad, j'aime pas ça du tout. Mais pourtant, tous ceux qui te disent moi j'aime découvrir l'histoire, ben, c'est ce qu'ils te disent. Je veux que tu me fasses découvrir une histoire. Maintenant, railroad et character driven sont pas nécessairement incompatibles. Ah non, non, pas du tout. Alors, tu m'embêtes parce que je vais encore pas pouvoir parler de fait d'inviter sur une campagne. C'est insupportable, on va jamais y arriver. En plus, j'ai plein d'autres trucs à te demander. Là, on a déjà pris un max de retard, mais bon, tant pis. Tant pis, c'est comme ça, on le savait. C'est un truc dont je voulais parler un peu plus tard sur ma chaîne. J'avais prévu de faire une capsule là-dessus, justement, je vais l'évoquer brièvement. Je pense qu'en fait, le railroad ou les instants de liberté, etc., c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Je pense que c'est des outils. Et à différents moments de la campagne, on les utilise. Moi, j'aime bien. Je sais même pas si je les appellerais comme ça, mais admettons, il peut y avoir dans une campagne des segments de railroad. Et je vais donner un exemple parce que ça peut être du railroad, mais qui est issu directement des choix et des décisions des joueurs. Et je donne un exemple un peu concret. Moi, ça m'arrive dans certains moments charnières où ils arrivent dans une zone, où ils commencent à avoir une connaissance assez forte de la zone, donc plus ils ont de connaissances, plus ils ont de liberté, en réalité. Et je leur dis, bah écoutez, avant la prochaine session, là, vous avez plein de possibilités, en fait, vous êtes libre. J'aimerais que vous me disiez, avant la session, ce que c'est votre plan. Peut-être que ça se passera pas comme prévu, et là, on improvisera, et pas de souci, hein, on n'est pas en train de scripter, de faire toute la session, mais dans l'idéal, votre plan, c'est quoi pour la prochaine? Je veux savoir ce que vous avez envie de faire. Vous allez voir qui, c'est quoi votre but concrètement. Et une fois qu'ils m'ont dit ça, donc c'est leur choix, hein, totalement, ils m'expliquent le truc, ben d'une certaine manière, je vais préparer un railroad, mais qui va prendre en compte les jalons. Ok, ben quand ils vont aller là-bas, ils vont rencontrer ce mec-là, ils vont arriver dans une situation où il est en train de se passer ça, et là, ils vont devoir résoudre la situation. Là, c'est libre. Tu vois ce que je veux dire? Et on va tracer, ça va enchaîner de scène en scène. Je vais peut-être même pas leur demander leur avis de où ils vont ensuite, puisqu'ils me l'ont dit avant. Donc, on va pas perdre de temps et la décision est déjà prise. S'il y a rien qui est venu changer la situation, bien sûr. Et en fait, ils vont avoir des choix, mais à l'intérieur même des jalons que eux-mêmes ont préparés la dernière fois. Ouais. Donc, il y a des segments railroad, en réalité. Et des fois, même, je trouve que ce qui est intéressant de ça, c'est que tu leur mets en plus, tu leur enfonces dans la gorge une décision qui va les déchirer. Genre, je m'en vais voir ma tante qui a pris soin de moi quand elle était jeune. Parfait, il y a le feu à la maison, son cadavre est là, puis ta cousine, ben, elle a été enlevée par le baron local qui va la marier. Donc, mais toi, tu sais que tu as quand même ton contact à aller rencontrer. Mesdames et messieurs, le vrai Ratburger, Danny, n'écoutez pas toutes ces conneries sur sa chaîne, c'est ça, le vrai. Pourri de l'intérieur. Je m'assume. Et là, tu as le joueur qui fait OK, mais oui, lui, il faut que tu le rencontres ce soir, sinon tu manques ton créneau. Ou tu vas sauver ta cousine qui va se marier avec l'enfoiré par excellence. Et tu fais quoi? Et là, tu viens d'amener une dimension qui est beaucoup plus personnelle à la chose. Puis là, je te passe certains détails que je ferai à ma table, pas enregistrés. Là. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est des situations qui sont des décisions, des dilemmes éthiques. Est-ce que j'y vais pour la mission? Est-ce que je vais pour le groupe? Est-ce que je vais où j'y vais pour me venger? Alors, moi, j'adore ça.
honnêtement. C'est excellent. Je n'arrête pas de parler des choix cornéliens et tout, donc Ouais. forcément, je ne peux qu'adhérer. Et d'ailleurs, peut-être sans le vouloir, tu as donné un autre exemple d'un autre type d'outil qu'on peut avoir. Donc, tu as la partie, le segment Railroad, et puis tu as le fait de dire, bon, bah là, vous avez un espace ultra libre, maintenant vous faites quoi? Et là, c'est un choix, puis il y a 15 milliards de choix, c'est débrouillez-vous. Puis de temps en temps, tu construis aussi un choix binaire. Tu vois, ça peut arriver. Et c'est pas toute la campagne qui sera comme ça, mais à cet instant-là, narrativement, c'est ce qu'il faut. Donc, Ouais, tout à fait. c'est pas tout l'un ou tout l'autre, et je pense que un maître du jeu vraiment efficace va savoir jongler entre ces différents outils. Parfois, on est plus couloir, puis ça se réélargit, puis ensuite, là, c'est juste un embranchement. Ça va dépendre. Et le paradoxe de tout ça, c'est que ces choix-là, les outils dont on va se servir, sont dictés par ce qui s'est passé, qu'on n'a pas planifié. Donc, même quand on fait un railroad derrière, c'est issu de choses qu'on n'a pas décidées. Ouais. Et c'est là la beauté. Moi c'est le défi que j'aime. C'est qu'après ça, là, tu t'assois à la fin de la partie et tu fais Oh, OK. Maintenant, comment je suis capable de ramener ça à mon fil rouge, à mon prochain jalon, de façon habile, sans que tu aies besoin de l'enfoncer dans la gorge du joueur, mais que ça soit habile et que ça soit juste fluide et que ça vienne rajouter des enjeux. Tu sais, on vient d'agrandir les enjeux pour que les joueurs se sentent investis. Mais oui, moi j'adhère à ça à 100%. On sent la passion, le sadisme qui transpire légèrement. Ouais, faire mal à des gens dans le plaisir, j'adore ça. On est d'accord. Bon, revenons justement subtilement sur le fil rouge. Enfin, c'était même pas le fil rouge, c'était une déclinaison du fil rouge sur les invités. Et en fait, moi, j'ai tenté ça, il me semble, en toute honnêteté, que c'est quand j'ai vu que toi, tu avais invité sur un temps court certaines personnes sur ta campagne. Sur la mienne, j'avais voulu faire ça aussi. Je l'ai fait sur Les Enfants du Fleuve, donc, que je publiais juste après Brigandine sur Pilule Rouge. Ensuite, je ne l'ai pas refait sur la campagne d'après, et je l'ai fait sur la campagne qui est encore en cours. Donc, tu vois, et j'ai pas eu la même expérience sur les deux. J'ai rencontré quelques défis, et je ne vais pas les dire tout de suite. Moi, je voudrais savoir, quand tu as voulu inviter, est-ce que tu as été confronté à des défis particuliers du fait d'avoir quelqu'un seulement temporairement sur la campagne? Là, ça commence à faire un petit bout, mais il m'en est arrivé un défi, et c'est que, en fait, c'est quand c'est des invités, je pense que, on va parler de contrat. Parlons de contrat social. Maintenant, c'est qu'est-ce que mon invité, exemple, quand Eric est embarqué avec Von Backe dans le siège, c'était clair, il savait où ça s'enlignait, puis moi, je lui avais dit, Von Backe, ça se termine à la fin du siège. Ça se termine là. Fait que donc, tu as 1, 2, 3, 4 parties, on ne sait pas, mais voici ce que tu vas avoir à jouer. Tu le vois comment? Moi, je le vois comme ça, toi. Mais je veux que tu aies de la liberté pour le jouer, son personnage, son caractère, mais que tu dois quand même rester dans le... Tu dois rester sur la patinoire qu'on a décidé, toi puis moi, avant qu'il embarque dans le jeu. Lui, il savait exactement. Nicolas, lui, mon ami, c'était une partie. Il jouait un nain qui était de passage. Il se retrouverait happé dans le groupe, mais il savait qu'à la fin de cette étape-là, c'était terminé. Donc, il devait trouver déjà une façon il devait trouver déjà une raison de s'en aller. Là où j'ai eu un problème, c'est que... Puis c'est pas un problème... En fait, c'est même pas un problème au niveau du... Ouais, c'est à la fin, c'était avec une joueuse qui est arrivée. Et elle, le problème, c'est qu'elle était habituée de jouer avec nous. Donc, je pense que le contrat n'était pas si clair dans le sens où elle a pas... elle avait le sous-entendu qu'à la fin de cette étape-là, son personnage quittait. Ben, c'était pas clair. Et j'ai eu de la difficulté un peu avec la fluidité de ça. C'est une joueuse qui prend un certain temps à trouver le rythme de son personnage. Et le rythme, on l'a pas trouvé. Puis à un moment donné, on a dit, bon, mais c'est parfait, ça a été bien court. On s'est aimé comme on se quitte. Hein? Et ça n'a pas été bien pris. Pourtant, je pense que j'avais été clair. Maintenant, je pense que le défi de ça, c'est je pense que le défi de ça, c'est vraiment de bien choisir la personne, de faire et de mettre carte sur table dès le début. Mais ça, je pense que
C'est marrant parce que moi, je vais te donner les défis que j'ai rencontrés et j'en ai rencontré. Je trouve ça très dur, les invités. Je vais te dire pourquoi, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Cela dit, ça me fait rigoler parce que j'ai aussi une joueuse qui a du mal, qui prend du temps pour s'accaparer son personnage. Il lui faut du temps pour trouver, pour se mettre au diapason. Tu la connais d'ailleurs, c'est Kaku, qui est en termes d'interprétation de personnage, qui est Très bonne, ouais. vraiment une joueuse exceptionnelle à ce titre-là. Mais pour autant, elle l'admet elle-même, il lui faut du temps pour vraiment appréhender les contours de son personnage, et donc elle doit jouer. Si bien que je suis même pas sûr qu'elle ferait une bonne invitée sur une campagne pour cette raison-là. J'en sais rien, je dis ça comme ça sans le savoir, c'est une réflexion qui me vient. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais éviter de digresser trop longtemps. Moi, j'ai rencontré 2 types de défis. Sur les enfants du fleuve, j'ai invité Fab. D'accord ? Oh. Ah, il y a une petite... Est-ce que tu es encore parmi nous ? Ou est-ce que c'est moi qui ai été déconnecté ? Moi, ça ? Ouais, il y a eu un petit lag. Rien de Ok. mal. Je crois que tu es revenu. Donc je disais, j'ai invité Fab sur les enfants du fleuve. Et ça s'est très bien passé. Mais le défi que j'ai rencontré n'est pas là. C'est que, bon, normalement, tu invites pour un certain temps. Sauf que moi, j'invite la personne, je me dis, je veux qu'il vive aussi l'expérience personnelle et viscérale. Donc je me dis, je veux pas qu'il arrive comme étant le Pékin du coin, qui n'est pas intégré dans le truc. Je veux qu'il se sente aussi investi que les autres à ce moment-là. Donc je me dis, comment je peux le relier à la trame ou à un des persos ou à un truc. Et donc je lui ai pondu tout un machin en me basant sur le concept qu'il m'a donné, hein, pour qu'il soit parfaitement investi. Il l'a été, mais en fait, il est devenu un permanent. Parce que il était tellement impliqué, et je dis pas ça, c'est pas négatif, c'était Fab, c'est très bien. Ouais, absolument. Mais c'était pas l'intention de départ, mais en fait, je l'ai impliqué comme un joueur permanent. Et donc, bah, il était là. Alors, c'est top, mais c'était pas le but au départ. Ouais, c'était pas le but. Okay. Au point même où, pendant qu'il était là, attention, hein, il y a Kaku qui est arrivé dans la campagne, et j'ai même lié leurs 2 personnages de manière vachement... donc tout était imbriqué, donc d'un point de vue de la complexité narrative, c'était génial pour tout le groupe, ça s'étoffait encore plus. Mais en fait, j'ai absolument pas invité un invité, justement, j'ai recruté un titulaire, et c'est énormément de travail. Et si je lui avais dit, bah non, là c'est terminé, moi-même, je me serais dit, putain, j'ai fait tout ce bordel pour qu'il parte au bout de 4 sessions. Bon, t'as fabriqué toi-même le piège dans lequel tu t'es pris le pied. C'est ça. Alors, c'était très bien. Bon, il se trouve que le pauvre Fab est mort. Bon, dans un truc qu'il aime bien, dans un sacrifice héroïque. Ah ouais, ok, je le vois bien. Complètement. Alors, c'était sale. Hein. Sa mort était absolument abjecte. Bref, je passe les détails. Donc, ça a mis fin au truc, mais plus tardivement que prévu. Bon, voilà. Donc, ça, c'était mon premier défi que j'ai rencontré. Et le deuxième, bien plus tard, sur ma campagne actuelle, qui est pas encore terminée, mais qui approche de la fin, le ciel ici-bas, avec un joueur donc qui suivait la campagne en actual play, d'accord. Et là, j'ai pas voulu retomber dans le même truc. Je lui ai dit, ok, tu viens, et ça va être pour une session. Okay. Et là, je me suis dit, j'ai pas fait l'erreur, ça va être une session, t'es là pour une session. Et j'attendais le bon moment. Et je me suis dit, il va jouer j'espère que je ne spoil pas, on s'en fout. Le frère, en fait, il va s'immiscer dans un PNJ qui est présent dans l'environnement. Le PNJ, il est déjà là. Même moi, je l'ai incarné à un moment, le PNJ. C'est le frère d'une joueuse, de Kaku. Tu vas incarner celui-là. En plus, il l'a écouté, donc il pouvait... voilà. Et je lui dis, néanmoins, tu vas pas suivre une partition. Tu vas devenir un joueur comme les autres sur cette session. Et là, mon défi, il a été tout autre. Parce qu'en plus, je m'apprêtais à faire venir un titulaire qui avait déjà son concept de personnage. Donc, j'ai dû pondre une session qui allait mettre l'invité au centre du jeu, alors qu'on est dans une campagne qui existe depuis longtemps. Donc, comment je fais pour le mettre au centre de ce qui va se passer dans cette session, pour qu'il joue? Comment je fais pour qu'au cours de cette session, il ne soit pas juste dans une longue discussion, qu'il y ait plusieurs choses, qu'il ait des interactions avec les autres joueurs, qu'il ait son propre moment, qu'il ait de l'action, tout ça dans une même session. Et en plus, il fallait que cette session, elle finisse par mener
aux joueurs du nouveau titulaire qui allait arriver. C'est littéralement la session la plus difficile à préparer de toute ma vie rôlistique. Vraiment. Il y a beaucoup de défis. Voilà, donc franchement, les invités, vous êtes vraiment des casse-couilles. Mais effectivement, puis je pense qu'à quelque part, tu peux pas... si je veux l'expérience intégrale, je pense qu'il faut concéder le fait que tu ne peux pas donner l'expérience intégrale à quelqu'un qui vient juste de passage. Maintenant, c'est facile, c'est peut-être possible de faire seulement que de dire, voici, t'es la saveur du mois. Et ça va se terminer là. Mais ouais, ça a été... écoute, est-ce que je le ferais? Ça dépend. Faut que j'aie vraiment confiance à des gens. Là. Maintenant, on dirait que avec des gens que je sais qui vont être capables d'accepter tout ça, mais je trouve que c'est un bon concept. Ça amène un peu de variété, puis ça a tendance à faire un peu sortir les joueurs de leur habitude. C'est que là, tu leur amènes quelqu'un de nouveau qui ne savent pas trop c'est qui, ils ne savent pas trop comment interagir avec lui, ça les fait sortir un peu de leur zone. Mais je trouve que c'est un bon concept, moi. Mais effectivement, toi, tu t'es vraiment donné des défis importants pour ça. J'arrive pas à me dire, ok, j'accepte, l'invité va pas avoir tout à fait la même expérience, aussi intense, tout ça. J'arrive pas à me dire ça. Donc, encore une fois, je regrette pas, ça s'est super bien passé et c'était excellent. Et les invités ont été, enfin, les invités entre guillemets, le deuxième en était vraiment, il est resté une session et demie finalement, une demi-session de plus. Ouais. Donc l'expérience a été là, c'est juste que je me suis vraiment pris la tête pour ça. Vraiment clairement. Mais c'est vrai qu'il faut les joueurs pour. Et je t'avoue qu'au-delà du concept d'invité, j'ai remarqué aussi, en particulier dans ma campagne actuelle, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont succédés autour du noyau. Il y en a un qui est resté, par exemple, je crois, 12 sessions. On savait que ça serait temporaire, mais c'est pas un invité, parce que 12 sessions, ça reste très important. Ouais, c'est ça. Et j'ai remarqué à quel point ça dynamisait une campagne, pour le coup, d'intégrer des nouveaux personnages joueurs, parce que il fallait le justifier, donc on étoffait tout un pan de l'histoire pour justifier qu'ils arrivent, et ça amenait à chaque fois une nouvelle dynamique. Donc, pour rejoindre le concept de l'invité, je pense que ça peut effectivement faire ça. Et quand ils partent, ça amène un jalon qui fait « OK, voici, c'est terminé, on passe à autre chose. » On dirait qu'ils le sentent, c'est un peu triste. Ouais, voilà. Leur départ aussi amène une belle dynamique. Je suis d'accord, moi. Voilà, n'est-ce pas? Pour plein de raisons. Peut-être qu'il y en a qui vont faire « Enfin! » D'autres qui vont faire « Bon, mais voici, cette étape-là est terminée. » Ouais, voilà. Mais je m'en doutais que c'était du sarcasme. C'est Ligos, ça, hein? Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Ah, ben oui. Il n'a pas évidemment. changé. Évidemment, non. Sa thérapie n'a pas fonctionné? Non, mais il mentait. Il ne suivait pas de thérapie, en fait. Ah, d'accord. Non. Ça marche. Bon, écoute, je te propose de finir la digression et de revenir sur le vrai sujet. Le retour aux sources. Tu l'as évoqué. Oui, vas-y, t'es-tu toujours à 1h17 par... Tu te souviens de ça, hein? C'est incroyable. Écoute, je l'ai été longtemps, involontairement, où il y avait toujours 1h17. Et puis, un jour, je crois que j'en ai fait un qui a duré 2 heures. Et je me suis dit, bon, c'est fini cette histoire. Et donc, non, c'est plus vraiment... Okay. Mais ça l'a fait longtemps. À cause des bavards, ça s'est finalement dégradé. Ouais, je comprends ça. Bon, tu me parlais de retour aux sources, justement. On n'arrête pas de parler du bon vieux temps, tout ça, de ce qui nous rassemblait et tout ça. Et tu me dis que récemment, donc, tu étais éloigné un peu du monde en ligne et tu as commencé un retour aux sources. Ça veut dire quoi? En fait, il fut un moment où... écoute, j'étais... tu sais, tu me connais, puis je pense que tu es un peu comme moi, là. Moi, je suis passionné, j'aime ça débattre. J'aime ça, tu sais, je suis capable de débattre sur plein de choses. Maintenant, si on m'attaque pas moi, si on m'attaque des idées, il n'y a pas de problème. Je suis capable d'en prendre beaucoup. Là, l'affaire qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, il fut un moment où j'allais en ligne, on faisait des conseils OMJ, des trucs comme ça, et que là, on dirait que j'avais comme plus le plaisir de ça, puis je me suis posé des questions à savoir pourquoi j'avais moins de plaisir à jouer. Bon, premièrement, jouer en ligne, ça m'a fait très, très mal pendant un bout de temps. Tu sais, tout le passage du COVID, on a vraiment beaucoup joué en ligne. Et dans le fond,
je suis sorti de ça. J'ai arrêté les campagnes en ligne. Il fait un moment où j'avais 4 campagnes par semaine en ligne. Ah ouais, mais là, tu cherches aussi. Ah oui, puis écoute, puis là, c'est sans compter tous les loisirs autres et tout ça. Ouais. Et là, je suis sorti de ça. Je suis sorti aussi de. Ah, on en reparlera du PBTA, là. Je le vois, là. Oh C'est ça. non, pitié! Là, tu sais, mes auditeurs réguliers, oh non, c'est pas possible, ça va recommencer. Petite parenthèse quand même, pour ceux qui savent pas, parce que bon, ça fait un petit moment que t'es pas venu, Dany fait partie de ceux de mes amis qui pratiquent aussi à leurs heures perdues le PBTA, hein. Donc vous voyez que je ne suis pas le tyran intolérant que vous croyez. Allez, retournez. Au revoir. Voilà. Mais, tu sais, vois-tu, les PBTA, si tu veux finir là-dessus, là, moi, les PBTA, c'est comme un resto italien. Hein. C'est ça, je t'avais. C'est bon une fois de temps en temps, mais si on m'en fait manger à tous les jours, ça marchera. Mais bon, voilà. Fait que donc, tout ça pour dire que. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux en vie, puis tout ça. Puis là, ben, en fait, ce qui m'a ramené au jeu de rôle, le plaisir des jeux de rôle, c'est carrément une campagne qui est, écoute, Railroad à souhait. Et c'est ça que les joueurs m'ont demandé, et c'est ce qu'ils voulaient. Je leur ai dit, et c'est ce qu'ils voulaient. Peu ou pas de... Presque, c'est tout du plot-driven. On joue à une campagne classique de Donjons et Dragons, 2e édition. Rien de compliqué et tout ça. Et on a repris du plaisir juste à redécouvrir une histoire et tout ça. Mais j'ai arrêté de focusser un peu sur la performance en jeu, mais plutôt sur la déconnade à table. Et c'est là que j'ai fait, OK, il y a une façon d'être capable de conjuguer les deux. C'est-à-dire d'utiliser tous les artifices narratifs et tout ça, mais de se prendre moins au sérieux avec ça. Et c'est là que moi, mon retour aux sources, c'est là qui est venu à sortir. Là, vous avez la section, tu sais, bon, tu vois pas toute ma bibliothèque, là, parce que si tu regardes ma bibliothèque, ça ressemble à ça, là. Ah ouais. Fait que donc, mais là, tu vois seulement que la section, dans le fond, les vieux livres qui datent de 40 ans, mais ils sont ici, ils sont là. Et c'est ça que les joueurs m'ont demandé de jouer, mes joueurs du temps, c'est ce qu'ils m'ont demandé de jouer. Et on a mis, puis on fait des blagues avec ça, mais les PBTA, on les a mis de côté un petit peu. On les a mis de côté, on est revenu avec des vieux, juste des vieux trucs, des valeurs sûres de l'époque, qui aujourd'hui passeraient probablement pas le test des jeux modernes, mais c'est ce qui a ramené, et graduellement, on s'en va vers autre chose. Moi, j'ai des joueurs qui m'ont carrément demandé, m'ont dit, gars, Dany, c'est parfait, là, tout ça, là, mais on veut jouer ces vieux aventures-là qu'on n'a jamais joué, qu'on n'a jamais eu la chance de jouer, et c'est ce qu'on va faire. Fait que j'ai mis tout ce qui est fait maison, j'ai mis ça de côté. Ah ouais. J'ai tout tassé ça. J'ai juste décidé de faire des images, de m'amuser avec des images et tout ça, et j'ai mis le reste de côté, et on a joué des vieilles campagnes. Et c'est ça qui m'a rapproché. Là, je commence à avoir le goût de les faire jouer autre chose. Là, vois-tu, je commence à toucher à quelque chose, à une espèce de Monster of the Week, mais mixé avec les films noirs et tout ça. J'ai certaines idées que j'ai commencé à faire là-dessus, mais c'est ça. C'est vraiment un retour aux sources. Puis, je me l'explique pas complètement, honnêtement. Le stat, je ne suis pas en mesure d'expliquer pourquoi c'est ça que ça m'a pris, mais il fait un moment où, écoute, j'allais plus du tout sur les chaînes Internet, sur les chaînes YouTube, j'écoutais plus rien, j'avais besoin de déconnecter complètement. Et ça, c'est le problème de se faire abreuver des grandes théories drôlistes. Ça fait une... Puis, il fait un moment où j'étais un peu... obsédé par le système Matters, le système Does Matter, là, et ouais. J'étais là-dedans à fond, puis je me disais, si tu fais pas ce qu'il faut si tu fais pas le jeu pour lequel, si tu joues pas au jeu comme pour lequel il est fait, ben dans ce cas-là, t'es comme un hérétique qui devrait brûler. Je me souviens de ça. Ouais. Je me souviens de cette petite période. Et j'en suis revenu. Maintenant, je me dis, tu devrais pas brûler, on devrait te mettre en prison pour 15 à 20 ans. Mais non, sérieusement, je suis plutôt du genre à dire, écoute, vivre et laisser vivre, honnêtement. Tu fais bien ce que tu veux. Moi ça m'appartient.
moi, ça m'appartient de dire, ben, Vivre j'ai et tellement laisser de... vivre. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, quand même? Tout à fait, sérieux. À ma table, personne ne va venir me dire comment jouer, mais j'ai quand même certains rôles, j'ai certains principes et certaines règles, là, quand même. Voilà. Fait que donc, effectivement, ma façon a beaucoup évolué. Maintenant, je suis toujours aussi capable de jouer, de faire un PBTA en one-shot, parce que c'est son travail au PBTA de atteindre l'orgasme en un court terme. Tu sais, c'est un coït précoce qui t'assure un orgasme. Hein? C'est Oui, ça, là, un PBTA. oui, bah, oui, d'accord. J'aime bien la comparaison. Ouais. Bon, après, par contre, pour avoir un orgasme avec un PBTA, faut y aller, hein, quand même. Bon, bref. Alors, poursuivons. Faisons la boucle avec ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire ta compagne brigandine qui a pris une place importante quand même dans ta vie rôliste, à minima en ligne. Elle a eu une symbolique. Est-ce que tu arrives avec ce retour aux sources? Est-ce que tu retrouves quand même des choses que tu aimais? On a vu que la campagne brigandine, c'est du Ratburger, quoi. C'est Ratou, c'est Dany. Bah, est-ce que tu arrives encore à avoir ça quand même dans ce retour aux sources, en te prenant moins la tête, en étant plutôt sur des vieux modules peut-être? Est-ce que ça te manque pas si tu as dû renoncer à certains aspects qu'on trouvait dans Brigandine? Qu'en est-il? Ben, vois-tu, j'ai dû prendre cette pause-là, de revenir avec du fantasy, avec des sorts déjà écrits et tout ça, maîtriser des trucs qui étaient écrits il y a des années, refaire des combats presque en tactique. Ça, c'était terrible, honnêtement. Ça, j'ai trouvé. Ça, vois-tu, c'est le seul point que je sais non. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Là. Du combat en tactique, je suis incapable. C'est ce qui fait en sorte que, regarde, tu vois, les livres de Donjon 5e en arrière de moi, là, que j'ai encore cette difficulté-là avec les combats. Je trouve qu'il n'y a pas de fluidité, mais vois-tu, ça commence à revenir le goût de jouer du sombre, de jouer du brigandine, mais on dirait que j'ai pas. Ça m'a pris cette espèce de retour-là, juste cette partie, me permettre de déconner à une table sans me prendre au sérieux, pour pouvoir avoir retrouvé le goût de revenir avec tout ça, de revenir avec ce côté un peu plus créatif-là. Moi, je suis pas comme toi. Hein. Tu sais, toi, t'aimes manipuler des systèmes, t'aimes jouer avec un système, t'aimes faire le tien, tu veux te l'accaparer. Tout ça, c'est noble, c'est très louable. Mais moi, j'ai jamais été un créateur, j'ai jamais été un game designer. C'est pas un côté que j'apprécie. Alors, Maintenant, je peux me permettre, pardon si je te coupe, je m'en excuse, juste pour rebondir là-dessus, parce qu'il y en a qui vont ricaner si tu entends dire ça. J'ai absolument pas la prétention d'être un game designer, parce que moi, mon système actuel s'appelle Décimation, c'est un système ultra minimaliste. Je peux pas appeler ça un game design, c'est juste que, voilà, il va me permettre d'être arbitre. Ben, c'est une résolution de conflit. Oui, voilà. Mais tu as designé une résolution de conflit. Oui. C'est un jeu. Oui, non, mais tout à fait. Puis j'ai aussi fait Seigneur et Brigand, là, pour le coup, il y avait quand même un peu plus de... Mais bon, disons que je me permets la nuance pour dire, maintenant que je l'ai, j'ai envie de dire, j'ai ce qu'il me faut, je vais pas du tout avoir l'envie de recréer d'autres trucs en termes de système. Hein. Je crée sur les campagnes, les histoires, tout ça, mais je suis pas un créateur de système frénétique. J'ai un membre sur mon Discord qui est aussi un de mes joueurs assez régulièrement, qui s'appelle Germinal, c'est son nom complet, pour pas le citer. Lui, il aime créer des systèmes régulièrement. Moi, je voulais créer le système qui se marie le plus à mon style de jeu, et une fois que je l'ai, il me suffit, tu vois. Mais si tu vois qu'il y a comme disait ma grand-mère, qu'il y a une couille dans le potage de ton système, ben tu vas le bidouiller pour que ça fonctionne. Oui. Moi, vois-tu, je ne ferai pas ça. Moi, j'ai pas ce qu'il faut. C'est pas la bonne chose pour moi. Puis tu sais, ça, j'ai toujours été avec un peu de ce sens-là. Puis honnêtement, jouer avec des règles, faire du playtest, c'est pas ce qui me fait plaisir. Maintenant, je sais pas du tout pourquoi on était rendu là, mais... Alors, non, j'avoue que j'ai un peu perdu... Ah oui, si, tu disais... je pense que tu allais retrouver le goût de ces... Ouais, c'est ça. Vois-tu, j'ai commencé à réouvrir un peu les livres, j'ai réouvert les Siduchés, commence à réfléchir, il y a certaines histoires qui reviennent. Moi, vois-tu, je suis... Et puis, tu sais, les images, je regarde Midjourney. Midjourney, j'adore la création d'images et tout ça, les IA génératrices d'images. Maintenant, comme je pense que je l'avais dit dans un
vidéo YouTube que j'ai fait récemment, ben, pour qu'est-ce qui est des créer des histoires, ben, ChatGPT, là, je suis moins d'accord avec ça. Parce que je trouve, autant que ça peut servir pour plein de choses, mais je trouve que ça a tendance à peut-être. C'est facile de mettre le doigt dans l'engrenage, puis que le bras il passe au complet, puis qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es plus en mesure de créer sans ça. Moi, ça me fait peur un peu. Pour moi, maintenant, les gens qui décident de le faire, soyez allègrement des paresseux, il n'y a pas de problème. Ça me convient. Ça me convient, je te juge pas. Vivre et laisser vivre, fais ce que tu veux. Puis je Non, vais mais même jouer dans tes parties si tu veux. moi, c'est l'hérésie, moi. Moi, tu vois, on parlait d'hérétique qui doit être brûlé au bûcher, bah, y a ça. Non, je plaisante à moitié quand même. Mais blague à part, je vais d'ailleurs pas étoffer parce que ce que tu as dit, la manière dont tu l'as décrit, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne ou sur le Discord, c'est exactement ce que je pense. C'est pas tant le fait que, allez, on va faire un peu d'IA pour avoir des idées d'accroche. C'est qu'une fois que tu as mis le doigt, tu vas mettre la main et puis tu vas te laisser embarquer dans l'engrenage et tu vas te faire découper, il n'y aura plus que ça. Et c'est aussi l'effet papillon pour moi de, ok, c'est un MJ qui va le faire, puis un deuxième, puis un troisième, puis il y en a qui vont dire non, pas pour moi, mais ils vont voir tous leurs copains le faire, donc finalement... Et en fait, c'est l'effet de masse. En fait, je crois que je ne fais pas suffisamment confiance à l'être humain pour utiliser l'IA de manière créatrice, mais de manière nuancée. C'est ça, en fait. Ben, puis, effectivement, je pense que je partage ça. Maintenant, moi, j'ai tendance à, comment dire, me foutre de l'autre. Donc, t'as rien à foutre des gens. Je sais. Non, mais j'adore les gens. J'ai compris. J'adore les gens, mais si toi tu le fais, ça ne m'empêchera pas d'apprécier ta partie. Maintenant, pour moi, je trouve que c'est des raccourcis intellectuels qui sont pour lesquels j'ai pas envie de le faire. Tu sais, j'ai envie de, quand je vais créer une campagne, je veux être fier de ça, je veux être fier des idées, je veux pouvoir les partager en disant ça, c'est du Danny, c'est pas du chat GPT. Tu sais, et l'autre chose aussi, c'est que tu l'essayes là, et ça te sort des platitudes. C'est plate comme la lune et on dirait qu'il n'y a rien du tout, il y a rien du tout d'original qui ressort de ça. Fait que donc, comment tu surprends avec du pré-mâché? Ouais, et moi j'avoue que, au-delà même de l'IA d'ailleurs, pour un peu s'éloigner du débat spécifique de l'IA, non pas qu'il ne m'intéresse pas, mais on risque de parler que de ça si je me lance là-dedans. Ouais, absolument. Donc voilà, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'aime pas trop jouer, j'aime même pas faire jouer les campagnes du commerce, parce que moi en tant que maître du jeu, j'ai besoin de sentir qu'il joue dans quelque chose que j'ai créé. Il y a le lien, la partie créatrice en amont, elle est nécessaire pour que j'apprécie pleinement la partie en tant que maître du jeu. Donc là, j'en fais même pas une critique globale. Hein. Je dis juste pourquoi moi, il faut que je crée en amont. Et j'ai beaucoup de mal à me dire, je prends un module, je prends un scénario, même à le remodeler derrière. Ouais. Parce que j'aurais moins de plaisir, tout simplement. Donc cet aspect de faire évoluer dans un truc de ma création avec lequel j'ai cette connexion personnelle et viscérale. Ah. Mais sais-tu quoi? Tu sais, quand moi, j'apprécie beaucoup de jouer un jeu. Quand j'aborde un nouveau jeu, je fais toujours jouer une campagne du commerce au début. Généralement, même, j'essaie de trouver une campagne qui est écrite par un des auteurs du jeu, pour être capable d'aller chercher un peu l'essence de OK, ce jeu-là, lui, l'auteur, il l'aborde de quelle façon? Et après ça, on dirait que là, je me sens plus libre de créer dans cet horizon-là. Parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Regarde l'Appel de Cthulhu. Tu peux lire toute la bibliographie de Lovecraft. Il n'y a aucune nouvelle qui va te préparer à maîtriser l'Appel de Cthulhu. Ça n'a pas été écrit dans l'optique de... Je veux dire, il n'y a aucun investigateur dans Lovecraft. C'est tous des gens qui subissent des terreurs cosmiques incroyables pour lesquelles ils vont mourir ou ils vont devenir fous. Toi, tu joues un investigateur qui est fait... Donc, c'est mon opinion, mais effectivement, j'aime bien, moi, lire des... Puis l'autre chose aussi, c'est que lire des campagnes du commerce, ça fait en sorte que... moi, ça lubrifie. Là, j'ai l'impression de toujours parler à double sens, là, mais ça... Pose-toi les bonnes questions. Ça lubrifie, dans le fond, la mécanique. La mécanique d'imagination, au lieu de rester devant une page et de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là j'en lis, puis il y a des idées qui viennent. Et c'est ça, je le dis souvent, c'est une de mes bonnes citations, mais c'est voyons, Stephen King qui disait que dans le fond,
tout est copié. Si tu penses que c'est original, c'est parce que tu as oublié à qui tu l'as copié. Donc, tu sais, je pense qu'à quelque part, ça vient justement rajouter de l'eau au moulin. Ça vient rajouter beaucoup d'eau au moulin de lire des campagnes, de lire des trucs, comme ça. Puis après ça, toi, tu es capable de faire la tienne qui, en bout de ligne, va être un amalgame de toutes les bonnes idées que tu es allé pêcher à droite à gauche pour être capable de mettre ça sur du papier, mais tant que ça te ressemble. Entièrement d'accord. Fut un temps, il y a maintenant des années, je les faisais pas jouer, mais je jouais beaucoup. Je lisais beaucoup de scénarios du commerce ou des campagnes, déjà pour le plaisir, pour m'imprégner. Et oui, ça pouvait me donner des idées et tout ça. Maintenant, c'est vrai que mon inspiration, je la cherche plutôt ailleurs. Comme toi, hein, il y a l'histoire avec un grand H, les films, les livres aussi, et la littérature. Beaucoup moins les livres de jeux de rôle, même si je le faisais aussi auparavant, donc j'ai tout à fait connu ça. Je sais pas pourquoi, ça s'est un peu arrêté comme ça, parce que j'en achète moins aussi, et j'en achète même plus. Ça, c'est moche pour l'industrie. Toi, je sais que tu aimes soutenir l'industrie, et j'ai beaucoup accroché à ce que tu as dit là-dessus. Moi, je commets ce péché d'être inutile pour l'industrie du jeu de rôle. Je confesse. En même temps, c'est des valeurs. Non, c'est pas des valeurs, c'est des idées. Moi, c'est ce que je pense. Puis il y a des choses que je vais soutenir, d'autres choses. Mais en même temps, si tu regardes tous les livres de Donjons et Dragons 5e que j'ai achetés, c'est tous des livres que j'ai achetés usagés. Pourquoi? Parce que je peux te garantir qu'il n'y a pas un de mes sous qui va aller chez Hasbro. J'aime mieux acheter usagé, comme ça, cet argent-là va à celui qui les a achetés de base et non, tu sais, bon. On a chacun nos principes par rapport à ça. Je trouve que c'est des enfoirés mercantiles, là, mais ça, c'est autre chose. Hein. Autre débat. Mais en fait, je voudrais rebondir quand même sur ce que tu as dit aussi. J'en ai parlé il y a quelques mois de ça. Je ne sais plus trop dans quel contexte. Enfin, si je sais, mais vaut mieux pas que j'en parle. Cette idée de... vaut mieux pas. Effectivement, en fait... En prenant de l'inspiration à différents endroits, la manière dont ça va s'amalgamer, ça va donner quelque chose d'original. Et souvent, l'originalité, elle se trouve même pas dans les idées de fond. En fait, toutes les histoires, c'est toujours les mêmes d'une certaine manière. Les drames humains et tout ça, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours les mêmes. Même dans la littérature de haute volée, c'est toujours les mêmes choses. Mais c'est l'exécution qui compte, la manière dont c'est exécuté, qui sont les personnages, comment c'est la forme en réalité, presque plus que le fond. C'est la forme, je le dis souvent pour la littérature d'ailleurs, moi je m'attache beaucoup à la forme. Tu peux prendre une histoire qui a été vue, revue, ou plusieurs concepts d'histoire mélangés ont été vus et revus. Ce qui compte, c'est la manière dont c'est exécuté. Tu peux prendre, je sais pas moi, 2 campagnes de jeux de rôle autour des mêmes thèmes, autour de la même histoire, et il y en a une qui sera nulle et il y en a une qui sera géniale, parce que c'est la manière dont c'est amené, dont c'est mis en scène, dont c'est... Enfin, bref, plein de trucs. J'avais lu quelque part qu'il y avait seulement que... Puis là, c'est une vieille référence que j'ai, là, mais qu'il y avait seulement que 36 types d'histoires différents. Fait que donc, en jeu de rôle, il y a seulement que 36 sortes d'histoires. Et peu importe la façon, ben c'est une de ces 36 histoires-là que tu vas aller chercher. Est-ce que tu vas aller sauver quelqu'un? Est-ce que tu vas aller faire ci, chercher un objet, etc., etc. Et tu es toujours dans ce spectre-là. Maintenant, comme tu dis, ben là, la forme vient... parce que le fond reste ça. Maintenant, ta forme, tu vas la colorer, l'épicer, lui donner le goût, la saveur que tu as envie. Là. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, tu as quand même rouvert les 6 duchés, là, ton univers maison. T'es replongé dedans. Et t'en veux-tu une bonne? On a joué une campagne avec Christophe qui nous a fait jouer dans les 6 duchés. Et ça, j'avoue que c'est un peu... comment dire... c'est flatteur. Tu sais, quand un maître de jeu, Christophe, c'est un excellent maître de jeu qui a vraiment une très, très belle vision du jeu. Moi, j'aime beaucoup jouer avec lui et qui m'amène à jouer dans un univers que j'ai imaginé. Oh, ça, c'est comme un hommage, là, honnêtement. J'étais comme super content. Et, ouais. C'est marrant parce que je me suis déjà posé la question. Là j'ai un univers maison qui commence vraiment à être étoffé parce qu'il y a eu 4 campagnes qui ont été jouées dedans, des grosses campagnes. Et donc, je trouve qu'un univers vit de plus en plus à mesure que des histoires s'y déroulent. Et donc là, il y a vraiment quelque chose, quoi. Cet univers, parce qu'on a joué dedans, il y a eu des campagnes ont eu un impact. Enfin bref, ça crée une fresque. J'en ai parlé avec Christophe d'ailleurs de ça, de cette notion de fresque. Ah ouais.
Et donc j'adore ça. Enfin bref, il y a un attachement à cet univers-là. Et donc je m'étais posé la question, est-ce que j'aimerais bien qu'un de mes joueurs fasse jouer un one-shot dans cet univers? Et le côté un petit peu égo qui pourrait arriver. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, je pense que j'y arriverais pas à faire ça parce que je serais trop protecteur, je serais trop... Non mais là, en fait, je l'aurais pas fait comme ça. Ou là, c'est pas... J'aurais du mal à me détacher de ça. Mais c'est comme un contrat en droit du travail. Hein. Il faut que tu sois capable de le définir en situation géographique et en situation chronologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, dans le fond, moi, je lui ai délégué un espace géographique à travers un laps de temps chronologique. J'ai dit, fais ce que tu veux avec ça. Maintenant, ce que tu vas avoir fait avec ça, on va l'intégrer au canon de cette façon-là. Ouais, c'est un petit peu ça. Puis il a fait des choses qu'effectivement, j'aurais pas fait. Exemple, lui, tout ce qui est les gens du Nord, là, tous ceux qui viennent des espèces de vikings, en fait, eux, ben, ils ont une religion qui est un peu plus animiste, avec les esprits, tout ça. Moi, je pensais qu'on se collerait à la mythologie nordique avec un panthéon de dieux. Non, il est allé ailleurs. Et sais-tu ce que j'ai fait quand j'ai vu ça? Vas-y. J'ai avalé, j'ai fait lâche prise, apprécie l'histoire. Et après ça, j'ai été frapper une personne qui ressemblait à Christophe sur la rue. Fait que donc, tu comprends que c'est en bon. toute logique. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, bref, j'ai frappé quelqu'un du sud de la France. Bon. Ah, non, oui. mais... mais après, sa femme est corse, hein, donc fais attention, elle pourrait se venger. Ouais, hein. c'est ça. Et donc, j'ai trop peur de Marie-Laure. Mais ce qui va se passer, en fait, là-dedans, c'est que j'ai juste fait en sorte que, effectivement, sur le coup, on dirait que c'était pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que j'aurais prédit, mais je trouvais ça intéressant, puis j'ai juste acheté ce qu'il m'envoyait, puis j'ai profité du moment, puis tu sais, ça a bien passé. Ouais. Non, c'était cool, honnêtement. C'était une très bonne campagne avec, je sais pas si tu connais des youtubeurs, là, jasage de jeux de rôle. Oui, je vois. Chez Sébastien, c'était chez lui, en fait. D'accord. Ouais. Vous connaissez tous, en fait, c'est incroyable. Hein? Écoute, dans ce coin-ci, là, on dirait que dans mon coin du Québec, il y a plein de youtubeurs. C'est consanguin, là, le jeu de rôle. Ouais, ça m'étonne pas que ce soit consanguin dans vos coins, là. Ta cousine, c'est aussi ton oncle. C'est incroyable. Je comprends. Après, moi, tu sais, je suis d'une région, d'un département en France, les Ardennes. C'est le même principe, hein, donc... Ah ouais, c'est ça. Voilà, y a pas de souci. Et tu connais JDRD30, tu le connais en vrai aussi, lui? Tu l'as déjà... Oui. Ah oui, je le connais c'est incroyable. Je le connais avant même le jeu de rôle, avant même les chaînes YouTube et tout ça. Moi puis lui, on s'est connus, je pense que j'avais... c'était dans un magasin de jeux de rôle dans mon coin. Et moi puis lui, on vient du même coin, ouais. D'accord. Ok. Ouais. Et Papa DM, non, tu le connais pas en vrai, lui? Papa DM, je l'ai vu à quelques reprises chez Sébastien Jasage de jeux de rôle parce qu'il est invité. Attends, t'en veux-tu un autre? Le DM à cravate, il joue dans une partie de vampire pour lequel on joue chez Sébastien aussi, Jasage de jeux de rôle. C'est incroyable, je te dis, c'est incroyable. C'est l'épicentre du jeu de rôle au Québec. Oh là là la capitale. Ah ouais, d'accord. C'est le YouTube Game québécois, il est au même endroit. Tout le monde exact. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant. Bon, et donc, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire avec tes 6 duchés prochainement? Ou c'est encore en réflexion? T'as déjà un projet dont tu peux parler ou pas? Ah oui, ben, il y a un projet qui est revenu. En fait, j'avais envie de développer les 6 duchés. C'est-à-dire, écoute, je suis en train de lire plein de choses sur les guerres d'Italie, les condottières et tout ça. Et donc, c'est le Sud. Là. C'est tout, partir sur quelque chose qui ressemblait aux guerres d'Italie, justement. Fait que donc, dans le Sud, il y a un pays que j'ai laissé là. J'ai juste mis une masse terrestre qui s'appelle Venzo. C'est pas original très comme nom, là, je suis d'accord. C'est pas grave. Écoute, on s'en fout. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a tout de suite. Exactement. Le canon, il est là. Fait que donc, c'était un peu de définir ça avec une espèce de conflit là où les duchés seraient plus ou moins impliqués, mais plutôt, ça serait comme des compagnies mercenaires, un peu comme les compagnies mercenaires des cantons suisses qui sont descendus. Ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça. J'étais vraiment là-dedans, là. Ouais, ça serait le côté... on dirait que ça germe, là. Puis là, je lis plein de
rapport de bataille de Pavie, de Ouais, c'est pour ça que Marignano et tu tout ça. m'en parlais. Bon, alors, moi, je veux bien qu'on parle de Marignan. Après, Pavie, je suis moins... Bizarrement, tu Ouais, vois, c'est ça. je- Ça je- pince, hein? ah, ça pince un petit peu, là. Tu vois, là, Ouais, ouais, je c'est comprends. 1523, hein, Pavie. Ouais, bah, j'aime Ouais, pas trop. Non, c'est... mais écoute, Fait que donc, c'est ça, je lis un peu là-dessus. Fait que c'est sûr que ça amène. Tu sais, quand on parlait d'inspiration, moi, c'est là qu'on est. C'est là qu'on dirait que je me situe présentement. Puis, je suis en train. Je sais pas si on le voit en arrière de moi, mais tu vois le livre blanc, là? Hmm. C'est un traité sur les armes à feu à poudre. Fait que donc, je suis vraiment au niveau de développer quelque chose qui aurait euh, tout le début de l'artillerie, tous les vipérines, etc. Là. Donc, tous ces trucs-là. Fait que c'est quel style de 17e? campagne? 17e, Pardon? 17e, 18e? C'est Non, ça, même ouais? Avant début du 16e? 16e, Ah, ouais. 16e, ouais, ça a commencé, ouais. Début du 16e, ouais, exactement. Puis là, ça serait vraiment des trucs que c'est un boulet de canon pour un boulet de canon 30 minutes. Là. Fait que Hmm. donc, c'est ce genre. Mais comment on est capable d'intégrer ça à vraiment une campagne qui serait purement et simplement euh, des mercenaires sur un champ de bataille? Euh, J'avais fait une campagne à l'époque, c'était sur la guerre de 14-18. J'avais fait Ah, je me un rappelle actual de play. ça. Je me rappelle de Et, ça. ouais, et c'était très bon. En fait, je voulais un peu transposer ça à cette époque-là. Qu'est-ce que c'était vivre le siège, vivre sur le champ, vivre l'artilleur qui doit prendre soin de ses canons, etc. Quelque chose comme ça. Honnêtement, c'est ça. C'est ça qui mijote présentement. Là. D'accord, Ouais. d'accord. Et ça restera à cercle fermé ou est-ce que ça va revenir en actuel play? Il n'y a pas de pression, je demande vraiment par curiosité. Parce que je te vois revenir là, timidement sur ta Ah ouais. chaîne. Qu'est-ce qui se passe là? C'est juste un petit sursaut de fin de vie ou c'est un peu plus que ça? Ben, tu sais, moi, j'ai jamais eu vraiment de. Tu sais, moi, j'ai envie de communiquer. Hein, des fois, j'ai pas envie de communiquer, mais à certains moments, j'ai envie de communiquer. Je trouve ça cool de reprendre. Puis, tu sais, il y a des relations avec toi, comme avec toi, avec Eric, des imaginateurs, tout ça. Des fois, on se reparle un peu sans but précis ou juste pour reprendre contact. Et je trouve ça très bien. J'aime beaucoup ça. Et là, on dirait que je suis dans une passe où j'aime bien voir un peu. Je me réouvre. Je me suis sevré. Là, et là, on dirait que je suis prêt je suis prêt à réouvrir un peu au monde extérieur parce que j'ai de l'ouverture. Voilà. Ah. Où ça va aller, je ne sais pas. Oui, Mais oui, non, écoute, non, mais la tendance est là en tout cas. la tendance est là. Dis-moi, c'est ça, exactement. Ok, Fait que donc, ok. j'en serais là. Puis, honnêtement, pour avoir joué à Brigandine, la nouvelle édition, c'est un jeu qui est beaucoup mieux ficelé. Surtout, principalement au niveau de l'évolution des personnages. Beaucoup moins. On dirait que c'était toujours des modules qui étaient rajoutés sur quelque chose d'existant dans la première édition. Là, maintenant, on est à quelque chose qui est beaucoup plus uniforme, beaucoup mieux construit, beaucoup moins improvisé. Ben, c'était pas improvisé, mais c'était quelque chose qui avait l'air d'être improvisé un peu. Maintenant, on est avec quelque chose qui est beaucoup plus constant, beaucoup plus consistant. J'aime bien ça, moi, honnêtement. Fait que donc, probablement que ça serait avec ce système-là. Est-ce que ça serait en ligne? Ah, là, tu me poses une sacrée colle. Je sais pas. Je vais y réfléchir. D'accord. Eh As-tu des ben, ouvertures? C'est-tu parce que. je sais pas où ça va mener, comme dirait quelqu'un que je connais. C'est juste une tendance, tu Ah vois. ouais, c'est ça. Je Tu vois, comprends. j'ai hâte d'en savoir plus. Parce que Quoi moi, qu'il en soit. Oui, vas-y, parce que vas-y, moi excuse-moi. aussi, je t'ai déjà eu comme MG, hein, quand on avait joué au bateau avec le bateau blanc. Ah ouais, attention, Le no spoil, hein, attention, hein, parce Non, qu'il y a encore des no gens spoil. qui. Ce que je vais te dire, par exemple, c'est juste que je me sentais. Quand tu nous as offert ça, je me sentais unique, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a 3/4 des rôlistes français qui l'ont joué. Fait que donc, je me sens moins exceptionnel. C'est même pire, il y en a même qui l'ont fait jouer. Hmm. C'est. Donc, Ah ouais, c'est ça. et il y en a eu d'autres depuis, mais cette partie reste dans mon cœur. C'est parce que pour le coup, d'ailleurs, ça a duré. En plus, bande d'enfoirés, parce que oui, ça, je veux le dire quand même, la souffrance. Je veux quand Parce que même là, Fab, il est expliquer. là, hein, puis je le Ouais, vois ouais, qui. il est là, il est là, il est là. Et il y a un truc que les gens doivent savoir, c'est que pour maîtriser cette partie,
je me suis levé 2 fois à 2 heures du matin, 3 fois même, 3 fois, parce que c'était interminable avec vous, parce que oui, vous faisiez du RP magnifique, vous avez embrassé plus que tout autre groupe la partie drame familial. Je vais essayer de pas spoiler, mais je revois les grands lyrismes de Christophe autour de la table. Oui, c'est beau, mais ça prend une session de plus, et je me levais à 2 heures du matin pour vous faire jouer. Ah, c'était fantastique. Donc, écoute. Puis ouais, nous, je pense qu'il était 9h le soir. Ouais, bon, ouais, c'est bon. À 8h, ouais, c'est ça, il était 8h le soir. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Donc, ouais, bah écoute. En tout cas, il y a eu, depuis, j'ai créé beaucoup d'autres one-shots. Donc, qui sait? Parce que je les fais jouer régulièrement. Et donc voilà, juste sois au courant de ça, garde ça dans un coin de ta tête. Quoi qu'il en soit, moi, je m'intéresserais vraiment, même si c'est que à travers des discussions entre nous. Franchement, si tu veux partager avec moi, même en privé, sans parler de publier quoi que ce soit, hein, sur les sites du Chez, sur tout ça, moi, ça m'intéresse vraiment. Si tu me parles de ton traité des armes à feu, d'histoire, tout ça, moi, je veux bien être au courant de ce qui se passe de ce côté-là. Vraiment. Ça m'intéresse énormément. Donc, ouais, j'ai hâte d'en savoir plus, de voir comment tout ça va évoluer. Cher Dany. Écoute, je garde l'invitation. Honnêtement, c'est bien agréable. Ça a été... je pense qu'on est sur la conclusion. Donc, oui, je pense aussi. Mais c'était une super invitation, honnêtement. Jason, j'ai beaucoup apprécié. De même. Ça fait du bien de revoir comme toi, ça faisait déjà quelques temps qu'on ne s'était pas parlé, Fab et tout ça. Puis voilà. Servir aussi de punching bag. Pour toutes les blagues de PBTA, il n'y a pas de problème. Là. Évidemment. Je suis capable d'en... Mais oui, et puis c'est ça, je m'en allais dire. Hey, tu te souviens, je vous avais invité à faire un PBTA. Ça y est. Putain. Action, c'est Action Movie World. Et ouais, ça, je l'ai toujours. World. Et sais-tu quoi, ça m'est... Quand on a jasé de faire ça, et là, ça m'est revenu en tête. J'ai dit, c'est vrai, j'ai pas livré la marchandise pour ça. Et je l'ai pas fait encore. Mais je vais le faire. Ça, je le ferais. Bon, évidemment, ça sera en ligne. Là. On n'a pas beaucoup de choix. Mais sais-tu quoi? S'il faut que moi, je prenne certains congés du travail pour vous faire des games à cette heure-là, là, genre... Mais je vais le faire, ça. Ça, c'est mon engagement. Je l'ai pris. Toi, Ligos. Allez, c'est parti. On fait ça. Ok. Allez, on se serre la main. Bien joué, Ligos. Ça marche. C'était subtil, c'était une passe décisive. Tout ça a été préparé, tout ça a été scripté, oserais-je même dire. Non, mais attends, c'était pas subtil. À quand le PBTA Action Hero? Certes, mais bon, c'était prévu que cette question arrive à la fin. Évidemment, tout ça était un piège. Un piège. Bon, en tout cas, mais moi, ça m'a fait vraiment plaisir de rediscuter. Je suis bien content que tu sois de retour. Les autres, écoutez, ceux qui sont arrivés en cours de route, bien sûr, ce Café JDR va être diffusé sur la chaîne, soit lundi prochain, soit celui d'après, parce qu'il va me falloir un petit peu le temps. J'ai plein d'autres sujets que j'aurais aimé aborder avec toi, Dany, et j'espère qu'on pourra le faire sans se presser, sans se mettre la pression, mais à travers d'autres interactions. On pourra reparler de PBTA, mais j'aurais plein d'autres trucs dont on pourrait parler, donc on va se retenir, on va en garder un peu sous la semelle. Et puis, allez voir, si vous le voulez, sur la chaîne Pilule Rouge, trouvez déjà la campagne Les Inquisiteurs, avec moi en joueur quand même, et Fab, et Vincent, et les Français. Venez écouter ça. Et puis, si vous trouvez le temps d'écouter la grosse campagne brigandine de Ratburger, au moins un petit bout pour voir comment il maîtrise ses parties, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Donc allez-y. Et puis, quand même, allez faire un tour sur la chaîne, cette fois, de Ratburger, Ratburger et Futilité, Ratburger JDR et Futilité, quelque chose comme ça. Je mettrai le lien, de toute façon, en description. Il y a énormément de capsules. Et puis là, il s'y remet avec le RPG A Day. Donc, n'hésitez pas. Et puis, il est sur le Discord, donc n'hésitez pas à discuter. Mon cher Dany. Ça a été un plaisir, Jason. De même. Et puis, si vous voulez voir, en fait, il y a aussi un actual play sur... ça s'appelle Un Noël magique à Snow Valley. C'est un PBTA qui émule les films de Noël. Et je ne fais pas de blague, c'est fantastique. Non. C'est vrai. Allez voir ça. Allez voir un PBTA, mon Dieu. Cette conclusion est absolument abjecte.
Allez, sur ce... On va le faire en boucle, ça va devenir un meme. Allez voir les bébés théâtres. Horrible, horrible. Allez, en tout cas, si vous avez apprécié, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, bande de bas du front, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.